Ça va faire 3 mois maintenant qu'on a lancé l'accompagnement et je pense qu'il est temps de faire un point. Il y a énormément de choses qui ont changé en 3 mois et notamment notre manière de transmettre les informations. Et j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont on pouvait transposer les appels qu'on avait justement avec les gens qu'on accompagnait à YouTube. Plus j'y pense, plus je me dis que la solution en réalité elle est assez évidente. Il faut vous embarquer vous aussi pendant 30-40 minutes sur un de ces appels. Et c'est exactement pour ça que dans cette vidéo, vous allez découvrir Alex, qui est une personne qui avait déjà un business et qui souhaitait simplement se diversifier dans le business de nettoyage. Et il était venu dans l'appel avec beaucoup d'idées reçues, avec notamment l'idée qu'il fallait du matériel, l'idée que c'était compliqué de recruter des gens. Et vous allez voir que tout au long de l'appel, toutes ces idées sont déconstruites, les unes après les autres. Je vais vous laisser avec ça et pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas, le lien est toujours dispo dans la description, donc n'hésitez pas. J'essaie de rester un maximum disponible pour vous, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Toi, l'activité, là, elle n'est pas encore lancée. Par contre, tu voulais lancer des reels en organique pour faire la promotion et faire des terrasses. Pourquoi tu t'es pas dit, parce que du coup, toi, tu veux pas y aller toi-même, j'imagine. Toi, tu veux rester en backup et envoyer juste tes reels et qu'en fait, juste envoie un message WhatsApp à la personne en question et tu lui dis, bah voilà, là, il y a une presta à faire. C'est ça. Ok, donc tu avais commencé à y aller. Ok, donc tu as une petite expérience sur le truc. Ok, ça je l'avais pas du tout en tête. Ok. Tu peux simplement engager quelqu'un qui a les produits et le matériel nécessaire. Même si tu le payes un peu plus cher sur la partie de nettoyage de canapé, ce que nous on a observé, c'est qu'il y a énormément d'upsell. C'est ultra rare que tu aies juste un nettoyage de canapé. La plupart des gens en fait ils vont dire ok j'ai un canapé, mais j'ai aussi, vous faites les vitres, ok on va pouvoir faire les vitres. Est-ce que vous faites, j'ai des chaises, est-ce que vous pouvez faire les chaises en passant, les tapis, etc. Tu as énormément d'upsell et sincèrement peut-être que sur 10 000, en réalité, tu vas générer 30-40% en plus avec de l'upsell. Tu as 3 canaux. Tu as 3 vraiment canaux qui sont ultra importants pour recruter. Le premier, ça va être Facebook. Les groupes Facebook, de manière générale, c'est vraiment des mines d'or. Tu en as dans toutes les régions, peu importe où tu vas. Ce qui te permet, même si demain, tu as envie d'encore agrandir ton activité et te dire ok, nous, je veux faire que du canapé, mais je vais faire du canapé en Bretagne, je vais faire du canapé à Marseille, je vais faire du canapé à Paris. Tu auras quoi qu'il un groupe Facebook qui sera dédié à la ville et qui va te permettre déjà de voir tes concurrents et en même temps ceux qui cherchent du travail dans le secteur. Le deuxième, évidemment, tu as le Bon Coin. Ce qui est bien sur le Bon Coin, c'est que tu as ce système d'offres et de demandes. Donc en fait, tu vois même s'il y en a qui ne cherchent pas. Tu as ce truc de, voilà, le mec cherchait, il n'a pas tapé sur internet, mais à la place, il a mis juste une annonce sur le Bon Coin. Et donc hop, tu peux le capturer. Et à l'inverse, tu as ceux du coup qui vont chercher, tu as ceux qui vont chercher du job sur ce secteur-là. Et donc tu vas pouvoir facilement, pareil, juste lui envoyer un message, lui dire voilà, moi j'ai ça, la prestation elle est payée tant, par prestation. Est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous intéresse pas? En termes de tarification, pour moi, si tout va dépendre des frais que tu vas avoir. Mais toi, si tu veux partir sur du Reels, donc tu es en organique, tu vas pas avoir ce problème de Google Ads à payer, de Meta Ads, peu importe, mais tu n'as pas d'Ads à payer si tu es en full organique. Le troisième, parce que du coup, j'ai pas fini, le troisième, il est vraiment important, c'est Allo Voisin. Il est tout le temps sous-estimé, mais en fait, c'est fou parce que c'est toi qui postes ta demande et sincèrement, peut-être que dans l'heure, tu as une vingtaine de personnes qui te répondent en fonction de ton besoin. Les trois là, si avec les trois, tu ne trouves pas, c'est qu'il y a un problème. Ta première chose, c'est d'aller chercher du cash rapidement. Airbnb, tu auras de la récurrence et tu auras des marges qui seront confortables. Donc vraiment, le tout, c'est de se mettre au niveau de l'exigence en fait, du secteur. En 3 mois, tu peux à minima et tout seul, en faisant des petites erreurs ici et là, tu peux générer facilement 5-7 000 euros en 3 mois et après te constituer juste simplement un portefeuille client dans la niche et le faire en récurrent mois après mois. Donc très rapidement. Derrière, je vais utiliser cet argent-là pour réinvestir dans mes ads et donc aller chercher du canapé. Pareil, avec des niveaux de marge un peu plus basse, mais en ponctuel. Et donc du coup, qui vont venir juste simplement boucher les trous dans mon calendrier. Et cet argent-là, donc l'argent du Airbnb plus celui du particulier, je vais le réutiliser pour investir dans mon business et constituer vraiment mon socle. Et en fait construire à ce moment-là un vrai business, plus juste un side hustle. C'est un truc auquel je crois pas ça. Le fait de baisser les prix, en fait, j'ai l'impression que ça envoie un message qui est négatif aux prospects. C'est-à-dire que tu es prêt à te dévaloriser pour presque rentrer dans une guerre de prix avec les autres compétiteurs. Donc nous, c'est un truc que moi j'ai jamais fait. C'est-à-dire que si tu trouves que mon prix est trop élevé, et j'ai pas de souci avec le baisser, mais je vais baisser l'offre. L'offre qui est en face va être baissée. C'est-à-dire que, ok, je te prends un exemple, si sur ton T2, ton T3, c'est 100 euros, ok, et si tu veux que je baisse à 80, j'ai pas de problème avec le fait de le baisser à 80, mais soit tu me donnes des appartements supplémentaires, et à ce moment-là, je suis ok.
soit à ce moment-là, la fourniture de certains consommables, parce que c'est ça en fait, l'offre Airbnb, c'est ça, c'est pas uniquement du ménage, c'est que par exemple, on va offrir des biscuits aux voyageurs, on va offrir du café, on va offrir du gel douche, du shampoing. Et ça, par exemple, ça va être des choses que je vais retirer, et donc à ce moment-là, je vais baisser mon prix. Mais faut vraiment, je veux jamais rentrer avec mon prospect dans une guerre de on t'a proposé 70 euros, moi je vais te proposer 60. Non. Parce que là déjà, en plus, c'est tout le marché que tu tires vers le bas. Et au-delà de ça, même toi, c'est-à-dire que, encore une fois, le Airbnb, c'est ultra compétitif. En fait, tu n'es plus sur une base de partenariat. C'est plus un partenariat, c'est vraiment juste un pouvoir de négociation, etc. C'est un bras de fer constant. Et c'est insupportable à tenir dans la durée. Tu vas jamais tenir un an avec quelqu'un qui dit, ah bah là, on m'a proposé 50 euros. Ah bah là, on m'a proposé 45. Ah bah là, 40. Ah bah. Donc l'idée, c'est à la fin, c'est vraiment de travailler gratuitement. Et c'est juste pas possible en fait. L'idée, c'est vraiment au fur et à mesure d'automatiser tes process et de te dégager toi le plus de temps possible. En Airbnb, c'est possible, mais encore une fois, ça nécessite vraiment de la compréhension. Et parfois, il y a même des choses qui sont contre-intuitives. Par exemple, quand tu vas réserver ton appartement à l'avance, ça te coûte plus cher que si tu es en dernière minute. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les hôtels. Et donc du coup, ça, pareil, ça va jouer sur ton taux d'occupation. Parce que du coup, plus tu vas te rapprocher de la date, plus il y a de chances que le propriétaire ouvre en fait une nuit, ce qu'on appelle une nuit orpheline. C'est-à-dire que c'est juste une nuit, alors que d'habitude, ils vont nous demander des minima à 2-3 nuits. Tout cet aspect-là, pour l'intégrer, ça met du temps et c'est des choses qui ne sont pas forcément communiquées et ça nécessite parfois de faire des erreurs. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où effectivement, j'avais plus de linge. Donc, tu es obligé d'aller chercher dans un autre appartement, chercher du linge, sauf que est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que tu as un accès à la cave? Et donc, pour avoir un accès à la cave, parfois, il n'y ait personne dans l'appartement, sauf que s'il y a quelqu'un dans cet appartement-là, tu ne peux pas aller en chercher, etc. etc. Donc, ouais, tu te retrouves facilement dans de la gestion, de la vraie gestion. Il te faut pas beaucoup de temps. En fait, en réalité, il te faut pas beaucoup de temps parce que, comme je te disais, c'est que tes mails, tu les envoies tard la nuit si tu as envie. En fait, tu peux même les programmer. Donc, en vrai, ça, c'est un bon sujet. Une fois que tu es en communication avec la conciergerie ou le propriétaire en question, il te faut juste une réponse. Donc, peut-être qu'en une semaine, 2 semaines, vous allez vous mettre d'accord sur un prix et un mode de fonctionnement. Et après, qu'est-ce qu'il va te falloir d'autre en réalité? Oui, le recrutement. Le recrutement, c'est quelque chose qu'en une semaine, pareil, une fois que tu es en communication, c'est quelque chose que tu peux lancer en parallèle. Donc une fois que tout le monde est OK sur le prix avec la femme de ménage, sur toi, ton offre et ce que tu dois apporter, let's go. Et en fait, en termes de gestion, tu dois juste avoir la femme de ménage au téléphone entre 11h à 16h quand tu as fait le ménage. C'est tout. Donc il te faut juste de la dispo entre 11h et 16h. Mais ouais, non, il y a plein d'argent à faire, donc je suis sûr. Vraiment, commence par ça. Ta première étape, vraiment, c'est d'envoyer les mails sur du Airbnb et tu vas voir que ça le fait. Et après, plus avec ton expertise sur l'organique, et je m'inquiète vraiment pas. Hein. Tu as une charge déjà que même nous, on n'a pas. Parce qu'on n'a jamais rien fait partir en organique, en fait, tout simplement. On a vraiment une ads qu'on utilise et qu'on recycle encore et encore et encore et encore. Je t'ai pas demandé, Alex, t'habites où? Donc, ah oui, c'est vrai. Parce que je te pose la question, pourquoi? Parce que il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est important de s'adapter au tissu économique de ta ville en fait. Christian par exemple, que j'ai accompagné dans le sud, il a contacté du coup, on s'est rendu compte qu'à Montpellier, il y avait énormément de résidences étudiantes. Et du coup, il a commencé à contacter les résidences étudiantes suite à un call qu'on a eu ensemble. Et ça n'a pas raté. Il a récupéré 180 logements. Tes clients particuliers, tu ne vas jamais les avoir. Il y en a très peu en fait. Tu ne vas pas pouvoir te constituer un portefeuille. Donc, il faut avoir un échange avec la personne, qu'elle te prouve qu'elle maîtrise bien son sujet quand tu fais un recrutement. Tu vas faire des erreurs. Je l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps à quelqu'un d'autre, c'est que quand tu recrutes quelqu'un, et je pense que tu le vois sur tes autres business en fait, c'est que tu as un feeling, tu as une impression, donc tu as envie de te lancer avec cette personne, mais tu ne sais jamais vraiment si oui ou non ça va pas être une erreur. Et c'est en fonction et le temps qui va te donner raison ou tort. Nous, comment on a mis ça? Nous, on n'était pas du tout en organique, on était qu'en ads, sans site internet. On a fait ça sans visibilité. On a juste envoyé des ads en fait, simplement. Peut-être qu'on avait 3 à 4 prestats par jour. Et sincèrement, on devait dépenser 30, 40 euros d'ads par jour. Et encore une fois, l'idée c'est que toi, tu mettes en place tes reels, comme nous on a mis en place nos ads, et que ça tourne en automatique. Je te conseillerais un CRM après peut-être, pour qu'en fait l'agenda, tu puisses le plugger avec l'agenda, enfin ton agenda à toi sur ton business, tu puisses le plugger avec l'agenda du prestataire. Comme ça, lui directement va recevoir la notification. Et en fait, toi, tu vas vraiment rien avoir à faire, si ce n'est tous les soirs de regarder les performances de tes reels, comme nous on fait sur nos ads, voir que tout est bien automatisé. Et lui, il aura juste à simplement accepter. Et s'il y a un problème, faudra, oui, rappeler
Il faudra rappeler le prospect et lui dire bah ouais non ce jour-là c'est pas possible, est-ce que telle date ça vous arrange? Je pense qu'il faut changer d'ads, enfin de campagne ads tous les 2-3 mois. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on écoute. Et encore c'est uniquement si ton ads elle performe moins, entre guillemets. J'ai jamais eu, depuis la création de Ziria, j'ai jamais eu un seul business qui nous a appelé pour du one shot, juste un nettoyage de vitres ou autre. Généralement, on cherche directement à instaurer un climat de confiance avec le dirigeant. Généralement, enfin, que ce soit moi ou un des commerciaux, hein. On cherche vraiment à mettre à l'aise et comprendre l'ensemble des besoins. Une fois que tu saisis l'ensemble des besoins, tu sais sur quoi tu vas pouvoir l'accompagner ou pas. Tu vois. Donc, par exemple, là, la concession automobile, bah oui, effectivement, on va nettoyer les chaises, on va aussi nettoyer les voitures, mais aussi on va faire les vitres à l'extérieur. Donc en fait, on cherche à récupérer l'ensemble du package pour déjà nous être compétitifs en termes de prix. Et au-delà de ça, bah oui, en termes de CA, du coup, on s'y retrouve. Moi, si je devais recommencer, sincèrement, c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps cette histoire de répartition de revenus. Tes business, ça va vraiment constituer ton socle de revenus. Donc ça va être ton recurring. Quoi qu'il, tu sais que tous les mois, bah voilà, tu vas générer 10, 20, 30, 50 000 euros par mois. Derrière, quand tu vas avoir des sous-traitants qui vont être à l'aise sur tes business, etc., tu vas pouvoir aller chercher du Airbnb avec des marges plus élevées à chaque nettoyage, de la récurrence, donc ça va permettre aussi de boucler des agendas complètement, parce qu'en fait, de manière générale, on va te demander de passer en dehors des heures d'ouverture. Donc ça veut dire soit très tôt le matin, soit très tard la nuit. Donc en fait, en pleine journée, tu n'as rien qui se passe. Alors que les Airbnb, justement, c'est tout l'inverse. Les femmes de ménage passent entre 11h et 16h. Tu avais tes extérieurs de journée qui étaient couverts, maintenant tu es à l'intérieur de ta journée, donc ça aussi c'est couvert. Et tes marges sont plus grosses. Et vraiment, après, pour saupoudrer, tu vas chercher du particulier, parce que c'est là où se trouve le reste en fait, et c'est là où tu vas pouvoir boucher tes petits trous qui sont restants. Mais la réalité c'est que, et je te mets au défi de le faire, d'envoyer 15 mails, juste 15 mails, un seul mail, copier-coller, même avec Claude, ça me va très bien. T'envoies juste ce mail-là à 15 conciergeries Airbnb de ta ville. Je t'assure que déjà, t'as au moins 5 personnes qui vont te revenir et qui vont te demander à minima tes prix, à minima avec qui tu as travaillé, est-ce que tu sais faire ou pas faire. Parce qu'en fait, la demande, elle est telle, les gens qui sont déjà en place, en fait, n'ont pas encore conscience d'à quel point c'est un milieu professionnel qui est ultra sélectif. C'est-à-dire que la moindre erreur, en fait, ça peut coûter ultra cher aux propriétaires, sauf que eux en ont conscience, là où les femmes de ménage ne sont pas complètement intégrées à ce process-là. Leur intérêt aux propriétaires, c'est de passer par une société, justement, qui a ça en tête et qui sait manager ces femmes de ménage parce qu'il a compris l'ensemble de la chaîne de valeur de ce business-là. Donc quand nous, on intervient sur des Airbnb, même, on cherche même des Airbnb un peu plus luxe, tu vois, avec un ménage qui va se faire en 1 heure, 2 heures. On peut aller demander des 170 euros, 200 euros. J'ai des factures Airbnb avec des 16 000 euros dessus. Demain, un propriétaire, il va jamais vouloir avoir une mauvaise note. Parce qu'en fait, s'il a une mauvaise note, comme tous les business en fait, il va être déclassé. Et s'il est déclassé, il gagne moins de revenus. Donc en fait, s'il y a bien un endroit où il ne peut pas se négliger, c'est sur le ménage. Les gens, personne n'aime être accueilli dans un endroit où c'est sale en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a autant de conciergeries qui ont intégré ça aussi et qui cherchent les bonnes personnes pour les bons appartements. Donc à partir du moment où tu es structuré sur ce business-là, tu vois, là, on arrive bientôt en été, pleine saison, la demande, elle est folle. Et la demande est tellement folle que, c'est ce que je te dis, vraiment, envoie juste 15 mails. Envoie 15 mails, ça coûte rien et tu vas voir que tu auras des retours. Quoi qu'il se passe, tu auras des retours. Moi, mon premier Airbnb, il était particulier, hein. Je ne sais même plus le nom, si c'est les Airbnb un peu maison close, un peu dans un mood un peu love room, c'est ça que je cherchais, pardon. Le ménage coûtait 120 euros, je crois, à chaque chose. Mais il fallait tout nettoyer, sextoys compris, etc., etc. La femme de ménage, quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit ah ouais, c'est ma première fois, etc. Ça a été un calvaire pour elle. C'était ça mon premier Airbnb que j'ai nettoyé. Mais j'ai compris que l'Airbnb c'était un vrai métier et que du coup il fallait viser toutes les informations avant de réessayer. Et du coup je me suis formé, j'ai cherché à comprendre, etc., etc. Après j'ai eu des opportunités et à ce moment-là, oui, on a commencé à travailler avec des foncières, avec des conciergeries qui étaient de plus en plus importantes. Et voilà.